Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une des questions fréquentes qui est posée aux scientifiques par les conservateurs et les conservateurs-restaurateurs concerne la durabilité, la stabilité dans le temps des matériaux qu'ils utilisent pour conserver et restaurer les œuvres dont ils ont la charge. Alors, outre ces risques que je qualifierais de risques chimiques, il y a des risques physiques qui, eux, restent souvent plus difficiles à appréhender. Ils sont de deux ordres. Soit ils sont liés aux propriétés intrinsèques des matériaux, ce qui constitue l'œuvre, ou alors ils sont le résultat des interactions avec des matériaux que l'on rajoute, que ce soit pour des opérations de consolidation, de montage, des dispositifs de maintien et de présentation pour le stockage, le transport, l'exposition, voire la manipulation des œuvres. Or, les outils adaptés pour appréhender ces risques physiques sont moins répandus et plus rarement mis en œuvre par les restaurateurs. J'ai été confronté à ce problème quand il a fallu déterminer l'humidité relative la plus adaptée à la conservation de négatifs sur plaque de verre et plus récemment pour l'étude de montage de photographies et la consolidation d'un rideau de scène particulièrement fragile. Pour tenter de répondre à ces diverses questions, j'ai voulu expérimenter un dispositif de corrélation d'images numériques qui s'est révélé être un outil précieux pour l'aide à la décision, que ce soit en vue de définir les conditions de conservation ou le choix des matériaux et des techniques de conservation-restauration. Aussi, je souhaite vous présenter, partager avec vous aujourd'hui ces quelques résultats préliminaires. Alors d'abord, qu'est-ce que la corrélation d'images numériques? Cette terminologie qui peut sembler obscure est somme toute l'extension d'un principe relativement simple. Comme M. Jourdain, certains restaurateurs ont déjà fait, sans le savoir, de la corrélation d'images numériques pour suivre les modifications, mesurer l'amplitude d'un phénomène au cours du temps. Il s'agit simplement de photographier régulièrement un objet ou un processus et ensuite de comparer, de corréler les images obtenues. On peut ainsi suivre et évaluer des modifications, voire même visualiser de façon accélérée un processus dont l'évolution est imperceptible. Je pense que vous êtes familier avec ce que les anglo-saxons nomment la time-lapse photography, qui sert à suivre la croissance d'une plante, le développement d'une moisissure ou un beau coucher de soleil. Si on prend bien soin d'étalonner le système, il est alors possible de quantifier précisément les transformations d'une image à l'autre. Un simple appareil photographique suffit pour suivre les déplacements horizontaux ou verticaux. On peut ensuite mesurer la taille d'un objet dans le plan de l'image et ses déplacements. En revanche, si l'objet se rapproche ou s'éloigne de l'appareil photographique, il faudra alors deux appareils photographiques légèrement désaxés pour la prise de vue, c'est-à-dire réaliser de la stéréophotographie ou de la photogrammétrie si l'on veut bien appréhender les déplacements que l'on dit hors du plan. Le principe est donc assez simple et intuitif et les outils informatiques vont permettre d'automatiser et d'optimiser cette comparaison entre les images. Ainsi, la corrélation d'images numériques connaît depuis une vingtaine d'années de nombreuses applications en sciences des matériaux, en ingénierie et également dans le domaine du patrimoine culturel. L'avantage de la technique est qu'elle est sans contact et multi-échelle. On peut l'appliquer à toute taille d'objet. Ici, les auteurs suivent les déformations d'un mur de soutènement. La surface étudiée mesure 20 mètres par 30. Là, c'est l'étude par la NASA du comportement d'un fuselage de 8 mètres de diamètre. Et dans cette publication, on analyse les déformations d'une fibre de cellulose vue au microscope. On peut visualiser des modifications qui se produisent sur des temps extrêmement courts, en une fraction de seconde, avec des caméras ultra rapides, et visualiser ainsi l'incidence des vibrations sur la déformation d'une œuvre, comme par exemple les déformations d'une cymbale à certaines fréquences, ou encore visualiser des modifications lentes d'un objet dans son environnement, comme une peinture sur toile. C'est donc une technique très souple, polyvalente, mais il y a tout de même quelques limitations majeures sur lesquelles je reviendrai. J'ai donc commencé par réaliser un montage constitué de deux appareils photographiques fixés sur un statif orienté de façon légèrement désaxée. Les prises de vue des deux appareils et aussi d'un flash électronique
ont été déclenchés automatiquement à intervalles réguliers. J'ai pu ainsi photographier l'objet toutes les secondes, voire toutes les minutes, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La seule limite, c'est la capacité de stockage de la carte mémoire de l'appareil photographique. Mes premiers essais ont cherché à déterminer l'impact de l'humidité relative sur des négatifs photographiques sur plaque de verre. J'avais évoqué l'année dernière, ici même, ce travail qui devait nous permettre de trancher dans les conditions de conservation de négatifs jusqu'alors conservés dans des environnements tropicaux. Une atmosphère sèche ralentit les réactions chimiques d'hydrolyse, mais en se desséchant, la gélatine se contracte et peut exercer des tensions qui finalement aboutiront à des décollements. Après avoir étalonné le système de prise de vue qui consiste à photographier une mire, j'ai donc placé un négatif photographique de 9 par 12 cm qui date du début du XXe siècle dans une petite enceinte où l'humidité relative a été abaissée régulièrement de 85% à 25% et une prise de vue a été faite toutes les minutes. C'est ensuite, après la prise de vue, que la corrélation d'images numériques à proprement parler intervient avec le traitement numérique. On a recours à un logiciel dédié. Il en existe de plusieurs types, dont certains libres de droit, en open source. Pour ma part, j'ai utilisé le logiciel Istra 4D développé par la société Dantec Dynamics. C'est donc ce logiciel qui va se charger de comparer les images, de les corréler. Il va diviser la zone de l'image qui nous intéresse en petits carrés, des imagettes d'une vingtaine de pixels dont les valeurs de gris forment un motif spécifique. Le logiciel va suivre les déplacements et les transformations que subit ce motif d'une image à l'autre. Le motif peut juste se déplacer, mais il peut s'étirer, se déformer. Et on obtient ainsi un vecteur de déplacement et des informations sur la déformation. Cette opération est répétée automatiquement pour toutes les imagettes qui constituent la zone étudiée et on obtient en fin de traitement une visualisation du champ de déformation et de déplacement de l'objet considéré d'une image à l'autre. Pour cette plaque photographique, l'analyse de la série d'images révèle que lorsque l'humidité relative diminue, la plaque se déforme progressivement. La rétraction de la fine couche de gélatine induit une traction suffisamment importante pour que les bords de la plaque s'élèvent de quelques dizaines de microns par rapport au centre. De tels déplacements sont imperceptibles à l'œil. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce phénomène n'ait jamais été mis en évidence jusqu'à maintenant. Pourtant, ils sont loin d'être anodins et peuvent expliquer des bris de plaques ou des décollements de la couche image induits par les tensions et les cisaillements répétés dus aux variations hygrométriques. Ici, vous avez quelques exemples spectaculaires de décollements sur des plaques autochromes. Lorsque l'humidité est supérieure à 60%, la gélatine n'exerce plus d'action mécanique sur le verre, mais on entre alors dans la zone des risques d'altérations chimiques et biologiques. Voilà, ces observations nous ont aidés à déterminer les préconisations pour le stockage de ces plaques en milieu tropical. On peut suivre de façon similaire tout type de documents, que ce soit du cuir, du papyrus, du parchemin, et voir comment ils réagissent. D'ailleurs, de tous les documents que j'ai pu observer, c'est sans doute le parchemin qui est le plus réactif et présente les déformations les plus marquées quand l'humidité relative change. J'ai pris des exemples d'objets plans, mais cette technique permet de suivre également des objets qui présentent des reliefs, comme cet instrument que vous reconnaîtrez. Lorsque l'humidité change, on localise les déformations de l'objet qui sont représentées ici par ces bâtonnets, dont la longueur, la couleur et la direction renseignent sur les déplacements des points de la surface de l'objet. Et ce qui est tout aussi important, on peut appréhender la réversibilité de ces déformations lors de fluctuations thermohygrométriques. Bien sûr, si on le souhaite, on peut suivre les déplacements de l'objet sous toutes ses coutures à 360 degrés en plaçant des appareils photographiques tout autour. Ici, l'équipe à l'origine de cette publication a suivi les déformations d'une jambe à l'aide de 12 appareils photographiques. Alors, d'une jambe à un pied de table Louis XV, le pas est vite franchi, si je puis dire. En revanche, il y a une condition essentielle, indispensable, c'est la présence d'un motif ou d'une texture aléatoire sur l'objet. C'est ce motif qui se traduit sur l'image par des pixels de niveau de gris
qui servent, vous l'avez bien compris, à suivre les déplacements. Si la surface est parfaitement uniforme, le logiciel ne peut pas trouver d'éléments à comparer d'une image à l'autre. Alors certains matériaux ou objets présentent naturellement une texture adaptée. Un mur en béton, une vue de satellite, une tapisserie, voire une peinture de Pollock auront une texture qui sera directement exploitable par la corrélation d'images numériques. Il n'est pas surprenant d'ailleurs de trouver de nombreuses publications sur l'étude par corrélation d'images numériques des déformations subies par des tapisseries anciennes en fonction du mode d'accrochage. Que faire si la surface de l'objet est uniforme? On peut réaliser un marquage, un mouchetis, ce qui est en général peu apprécié sur un objet patrimonial. Il existe cependant d'autres approches qui permettent de localiser d'infimes déformations, mais au détriment de l'évaluation quantitative des déplacements. Ce sont les techniques de chatoiement laser ou laser speckle en anglais. En effet, lorsqu'on éclaire une surface avec un faisceau laser, on observe la formation d'un motif granulaire, des taches claires et sombres, un chatoiement dû aux interférences entre la source et la lumière qui est réfléchie par les imperfections de la surface. C'est ce que vous voyez ici qui apparaît sous la forme des taches claires et sombres. Lorsque la topographie de la surface est modifiée, le chatoiement évolue et on peut suivre ainsi la déformation de l'objet. Alors ce chatoiement laser, il est extrêmement sensible aux modifications à tel point qu'il est possible de visualiser l'impact d'une manipulation sur un objet. Ici, les auteurs ont montré, grâce au chatoiement laser, que le fait de toucher une surface induit une déformation, une modification que l'on peut visualiser. Nous avons vu comment la corrélation d'images numériques peut permettre d'appréhender les déformations des objets patrimoniaux dans leur environnement, avec les limites que cela comporte quand il n'y a pas de texture sur l'objet. Je voudrais maintenant vous présenter une application à l'étude des matériaux et des techniques utilisées pour le montage et la consolidation des œuvres, avec deux exemples récents. Dans ce cas, on a toute latitude pour créer un motif avec de la peinture si le matériau est uniforme. À l'occasion d'une exposition de photographie à Paris l'année passée, Agnès Gall-Ortlick de l'atelier de restauration de conservation de photographie m'a signalé des déformations apparues au cours de l'exposition sur quelques tirages photographiques. On observait la présence d'ondulations à la surface de la photographie. Il est probable que les images aient subi un accident climatique, un excès temporaire d'humidité qui a conduit à ces déformations. Mais celles-ci persistaient malgré un retour à des conditions normales d'humidité. Nous avons cherché à comprendre les raisons de ce phénomène. Les photographies présentées sont des tirages du 19e siècle sur papier albuminé. Papier albuminé qui a une forte tendance à s'enrouler. Aussi, pour les expositions, les restaurateurs adoptent un système de montage dit évidé, qui permet de bien maintenir plan la photographie, en particulier si elle ne comporte pas de marge qui lui permettrait d'être maintenue par le passe-partout. Ce montage consiste à attacher la photographie par son pourtour à l'aide de bandes de papier japonais sur un cadre de carton léger. Le papier japonais est constitué de longues fibres très résistantes et généralement préparées par des artisans qualifiés. Ces papiers sont très appréciés en conservation-restauration pour leur excellente qualité. Nous avons donc étudié le comportement en fonction de l'humidité relative de papier japonais et d'un tirage photographique sur papier albuminé en appliquant la corrélation d'images numériques. Lorsqu'une feuille de papier est mise dans un environnement humide, cette feuille va absorber de l'humidité, elle va se gonfler, s'allonger, se déformer. C'est ce que l'on appelle l'hygroexpansion du papier. Lorsqu'on traite à l'aide du logiciel de corrélation les photographies obtenues après des cycles d'humidité, on peut mesurer l'allongement des papiers. Quand l'humidité augmente, on voit ici que la feuille s'allonge, et elle s'allonge plus dans un sens que dans l'autre. C'est un phénomène bien connu qui correspond à l'orientation préférentielle des fibres. Ensuite, lorsque l'humidité diminue, la feuille se rétracte, mais elle ne reprend pas les dimensions initiales. C'est ce que l'on nomme l'hystérésis. Les papiers étudiés ont des caractéristiques différentes. Certains papiers présentent des hygroexpansions très similaires dans les deux directions.
comme ces deux papiers japonais qui sont présentés ici, qui ont un comportement d'expansion très similaire dans les deux sens de la feuille. Alors cela est peut-être lié à la façon dont l'artisan agite alternativement la forme d'avant en arrière et de gauche à droite, qui tente à produire une orientation plus aléatoire des fibres de cellulose. Enfin, l'opération de séchage a une incidence très importante sur les propriétés de la feuille. Les papiers asiatiques sont séchés sur une plaque métallique ou sur une planche au soleil, et ce système de séchage tend à réduire l'hygroexpansion des papiers, tandis que les papiers européens à la forme tels qu'ils étaient produits au XIXe siècle et avant étaient suspendus et séchés à l'air. Il n'est donc pas surprenant de voir que le papier photographique datant des années 1870 et produit en Europe présente des caractéristiques d'hygroexpansion supérieures à celles des papiers asiatiques, sans compter que la morphologie et la nature des fibres sont différentes. Si l'on mesure l'hygroexpansion des papiers albuminés, on obtient des valeurs bien supérieures à celles des papiers japonais. Le papier albuminé a tendance à s'allonger bien plus que le papier asiatique. Aussi, il paraît logique que si les deux sont assemblés, lorsque l'humidité relative augmente, le papier albuminé va être contraint, va être retenu par le papier japon et des ondulations vont apparaître. Nous avons réalisé ce montage et suivi ces déformations par la corrélation d'image numérique. Et on voit que lorsque l'humidité croît de 35% à 90%, les déformations apparaissent et s'accentuent. En rouge, les zones où les déformations sont les plus importantes. Et lorsque l'humidité décroît et revient à l'humidité relative de départ, les déformations diminuent, mais on ne retrouve pas la planéité initiale. On voit sur le modèle la même typologie de déformation que celle observée sur les tirages. La persistance des déformations est liée au phénomène d'hystérésis. Le tirage photographique conserve les dimensions supérieures à celles qu'il avait à l'origine. Et si l'on veut retrouver les dimensions originelles et une planéité de l'image, il faudra abaisser davantage l'humidité relative, puis revenir à une humidité ambiante. Cette technique photogrammétrique s'avère donc précieuse lorsque l'on souhaite caractériser le comportement mécanique de matériaux ou de structures dans des environnements climatiques. Cette technique peut permettre de choisir des matériaux qui sont mécaniquement les plus adaptés. Elle peut servir également à mesurer les déformations d'objets lorsqu'ils sont en usage ou soumis à des contraintes. J'aimerais terminer par le cas du projet de restauration de rideaux de scène du ballet Parade de Serge Diaghilev, peint par Picasso en 1917 et conservé au Musée national d'art moderne, qui a fait l'objet récemment d'une réflexion au sein d'un comité scientifique. Depuis plusieurs années, Alain Roche et Véronique Sorano réfléchissent à un dispositif adapté pour présenter cet exceptionnel rideau de 16 mètres par 10, mais qui est fragile et risque de subir des détériorations sous l'effet de son propre poids pendant l'accrochage. Alors, des propositions innovantes de consolidation ont été faites par Alain Roche et analysées par la méthode des éléments finis, un modèle mathématique numérique qui permet de prédire la réponse structurelle de l'objet lorsqu'il est sous contrainte. Il reste cependant nécessaire de valider ces résultats en s'assurant que la réponse structurelle prédite par ces modèles numériques reflète adéquatement le comportement réel de la structure. La corrélation d'images numériques pourra s'avérer ici d'une aide précieuse pour aider dans le processus de décision sur le choix du système de consolidation. Les premiers tests sur des éprouvettes donnent déjà des informations intéressantes quantitatives sur le comportement de toiles modèles renforcées. Voilà, j'ai voulu vous présenter ici une approche très pragmatique qui combine la fameuse prise de vue photographique, bien familière aux restaurateurs, avec un traitement numérique. On a pu ainsi déterminer finement les déplacements et les déformations d'objets ou de la surface de l'objet de façon non destructive. Cette méthode n'est pas encore très répandue parmi les restaurateurs, mais elle m'apparaît très prometteuse et j'espère que cette présentation les incitera à explorer les nouvelles possibilités offertes par le traitement numérique des images pour appréhender les modifications que subissent les œuvres dans leur environnement ou tester les matériaux et les structures mises en œuvre lors de la restauration.
Je dois d'ailleurs signaler pour terminer que le DIM, Matériaux anciens et patrimoniaux, nous a permis d'acquérir un système qui est accessible aux étudiants de l'INP pour réaliser des tests ou des études dans le cadre de leur mémoire. Je vous remercie de votre attention.